Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI, journal de campagne. Et nous parlons ce soir avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, des sondages. Les sondages qui n'ont jamais été autant critiqués, dénoncés par les politiques, notamment, surtout quand ils ne vont pas dans leur sens. Et pourtant, c'est du jamais vu. Près de 500 sondages auront rythmé cette campagne présidentielle, c'est-à-dire à peu près 4 par jour en moyenne. Alors que valent-ils vraiment ? Peut-on encore y croire à ces sondages ? Et finalement, le problème ne vient-il pas du fait, peut-être, qu'on les prend pour ce qu'ils ne sont pas, à savoir des prédictions. On va en parler avec nos invités, que je vous présente tout de suite. Anne-Sophie Beauvais, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau d'LCI, directrice générale de Sciences Po Alumni, co-auteur du livre Sciences Po pour les nuls. Vous envoyez la couverture chez First Édition. Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de la société d'enquête et de conseil Polling Vox. Et Frédéric Foschiani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur général de QSN Digital, spécialiste donc de l'e-réputation et des réseaux sociaux. Première question, elle est pour vous, Jérôme Sainte-Marie. Il faut quand même reconnaître, pour commencer, et là ce sont des faits, que les sondages, en tout cas les sondages présidentiels, sont jusqu'ici globalement fiables, si ce n'est 2002. Pas exactement, je vais vous surprendre. Bien sûr qu'ils sont 95, fiables. 2002. Bien sûr qu'ils sont fiables, mais il peut y avoir des surprises. Il y en a eu plusieurs fois. Il y a eu 2002, effectivement, et là, la surprise avait des conséquences politiques très importantes, puisque, effectivement, on avait Jean-Marie Le Pen au second tour, ce qui n'avait été prévu, enfin, ce qui avait été établi dans aucun sondage publié. Et bien sûr, en plus, il y avait un effet politique. On se disait, si jamais les gens avaient envisagé cette hypothèse comme probablement, justement, elle aurait sans doute pas eu lieu et les sondages auraient été démentis en sens inverse. Mais il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu par exemple 95 où aucun sondage publié ne donnait Lionel Jospin premier au premier tour. Il y a eu, si on remonte très loin, en 80. Très loin, oui. En 80, oui. 2007, 2012, la chute ça collait à peu près la chute du Parti communiste n'était pas établie. Alors, grosso modo, ça donne effectivement à peu près les rapports de force, mais je dis tout cela simplement pour signaler, bien entendu, que dans une période où on a 4 candidats très proches et avec un resserrement des courbes, il peut très bien y avoir des surprises. Je crois que de toute façon, les Français ont compris que c'était des tendances et qu'il y avait, c'était pas un pronostic assuré. Voilà le dernier sondage, tiens, on va le voir à l'écran, relayé par LCI, c'était hier, Ipsos, pour le journal Le Monde, 22%, 22% pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, 3e dans ce sondage, en termes d'intention de vote au premier tour, 20%, talonné par François Fillon. Ils sont tous les 4 finalement dans la marge d'erreur, Anne-Sophie Beauvais. Alors ça dit quoi du sondage à 8 jours, 9 jours, pour celui-là du premier tour de la présidentielle? Moi, j'ai tendance à dire que c'est une élection qui est quand même assez différente des précédentes élections. C'est pas une élection comme les autres. Il y a eu une transformation quand même de l'offre politique assez profonde. Et j'ai presque envie de penser, mais je dis ça avec un sourire, que les sondeurs ont fait exprès, bien sûr que non, mais de resserrer jusqu'à la marge d'erreur pour ne s'autoriser finalement aucun pronostic vraiment net pour cette élection. Mais Jérôme Sainte-Marie. Non, mais je dis ça avec le sourire, Jérôme Sainte-Marie, avec prudence. Vous êtes le seul sondeur et quelque part la seule personne autorisée sur ce plateau. Mais je dirais qu'il faut avoir peut-être une lecture d'autant plus prudente des sondages et peut-être différente par rapport à des élections précédentes. Il y a des tendances quand même qu'il faut regarder. C'est surtout ça qui peut être intéressant. Là, la tendance, c'est qu'il y a un tassement effectivement des favoris qui vont peut-être s'expliquer. Est-ce que Marine Le Pen, elle a fait la course en tête très longtemps? Est-ce que finalement, quand on est favori, on se repose pas au bout d'un moment et on fait peut-être une moins bonne campagne? Macron a un électorat extrêmement gazeux. Je pense que Jérôme Sainte-Marie pourrait nous détailler ça. On l'a vu dans un certain nombre d'enquêtes et notamment des enquêtes qui ont été publiées à Sciences Po au Cevipof. Donc il y a quand même des tendances. La dynamique Macron s'est affirmée. Donc c'est peut-être plutôt ces tendances qu'il faut regarder. Et puis derrière ces tendances, la solidité vraiment du vote. L'enquête du Cevipof que j'énonçais tout à l'heure, c'est cette grande enquête électorale un peu inédite puisqu'elle s'adresse à un panel très large de 11 000 personnes. Pose 2 questions. Est-ce que vous êtes certain de votre vote et est-ce que vous adhérez, est-ce que vous votez par adhésion ou par défaut? Et Emmanuel Macron est celui qui recueille le plus d'intentions de vote par défaut. Exactement, et aussi ceux qui sont le moins certains. C'est d'ailleurs le seul candidat à recueillir plus de votes par défaut que de votes par adhésion. C'est bien ça. Si je peux me permettre, c'est effectivement c'est à droite, extrême droite et droite, que le vote est le plus solidement ancré et que c'est un vote réellement par adhésion. Le vote de François Fillon et le vote de Marine Le Pen. Frédéric Foschiani. Et Jérôme Sainte-Marie répondra évidemment.
Alors justement, effectivement, je pense qu'en ce moment, on parle beaucoup des sondages et il y a une sorte de sondage bashing, hein, c'est un peu l'expression du moment, sur le fait, je pense qu'on prend peut-être trop les sondages pour ce qu'ils ne sont pas, justement, comme des outils de prédiction. Alors qu'en fait, on devrait plus les utiliser comme des outils de mesure, une photo, un instant T, et exactement comme ce que vous étiez en train de dire à l'instant, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant dans l'analyse d'un sondage, ça va être plutôt l'analyse de plusieurs sondages, et voir sur la durée s'il y a des tendances qui se dégagent, des courbes particulières, et là je peux faire un parallèle avec ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, justement, puisque aujourd'hui on a au travers des sondages, il y a peut-être des problématiques parfois, vous pouvez le confirmer ou non, liées aussi au panel. Ou est-ce que, en fonction des questions que l'on pose, est-ce que le panel qui a été interrogé est suffisamment représentatif? Ce qui peut être intéressant, c'est de comparer aujourd'hui les résultats des sondages sur la durée avec d'autres outils de conversation, notamment ce qui se passe sur le web et sur les réseaux sociaux. Jérôme Sainte-Marie, c'est une idée? Oui, alors avant d'en arriver à des considérations techniques, je pense qu'il faut réaffirmer effectivement quelques principes. Alors effectivement, j'ai répondu à votre question tout à l'heure sur le dernier sondage. C'est-à-dire qu'effectivement, de fait, le dernier sondage a un statut particulier. Celui qui est rendu public pour le vendredi, c'est généralement assez tard, puisque l'interdiction de publication commence le vendredi à minuit. Donc celui-ci, de fait, on le considère tous comme une forme de pronostic. Il ne reste plus que 24 heures. Et d'ailleurs, quand le sondage... Comme une prédiction, vous voulez dire? Pratiquement, de fait. Il faut assumer les choses. J'ai jamais entendu un sondeur qui avait un sondage qui s'était ce dernier sondage qui se vérifie le jour du vote, eh bien, je n'ai jamais entendu dire mais vous savez, 25% des gens se sont décidés à la dernière minute. Non, ça, on le raconte uniquement quand il y a un écart. Donc, ce dernier sondage, de fait, il faut reconnaître qu'il y a une forme de prédiction. Alors, s'il y a un événement extraordinaire le samedi, évidemment, ça ne vaut plus, mais si en période normale, ça sera le cas. Et pour les autres. Mais tous les sondages précédents, y compris celui qui est publié à la limite le jeudi et non pas le vendredi, ça reste des photographies, effectivement, et ça reste effectivement une mesure d'un rapport de force. Ces mesures sont relativement précises et à partir de quelques semaines avant le scrutin, à partir du moment où l'offre électorale est fixée, c'est-à-dire pour nous, cette fois-ci, le 18 mars. Et là, effectivement, on a l'impression de mesurer réellement les intentions de vote. Après, les sondages qui ont été faits avant le 18 mars, si vous voulez, là, c'est des préférences, un statut, c'est plus proche du sondage d'opinion. Donc voici, si vous voulez, pour le principe général. Et juste un petit mot quand même, parce que je ne peux pas laisser passer ce qui a été suggéré, bien, même de manière humoristique. Il n'y a pas... il se trouve que je collabore à l'établissement des sondages d'intention de vote avec l'Institut BVA. Il n'y a pas, contrairement à ce que l'apparence pourrait laisser croire, une forme de lâcheté, en fait. Il faut dire les choses par le nom du sondeur, qui serait prudent et qui rapprocherait les courbes. Non, ce n'est pas le cas, c'est bien ce que l'on constate. Et il se trouve que c'est au moins cet intérêt démocratique que ça laisse le choix des électeurs particulièrement libre. Vous répondez à Anne-Sophie Beauvais qui se demandait pourquoi les 4 premiers candidats étaient dans un mouchoir de poche, dans la marge d'erreur. C'est ce que nous constatons. Voilà. Et ça inquiète beaucoup les instituts de sondage qui auront à faire d'ailleurs des opérations estimation le dimanche 23 avril parce que ça risque d'être très serré. Anne-Sophie Beauvais, vous disiez que cette campagne était exceptionnelle. À plus d'un titre, il y a eu une longue séquence judiciaire, une longue séquence d'affaires pendant laquelle finalement on n'a pas parlé du tout de fond, on n'a pas parlé du tout de programme. Quel a été le rôle des sondages à ce moment-là, Jérôme Sainte-Marie, peut-être parce que finalement il y avait rien à sonder. En quelle période, excusez-moi La période d'affaires de François Fillon particulièrement, qui a duré plusieurs semaines, quasiment. Il y a eu à sonder la chute quand même quasiment de François 2 mois. Fillon, ça, elle a été... Oui, on a effectivement enregistré l'affaiblissement, ce que disait Anne-Sophie Beauvais, l'affaiblissement très fort de François Fillon, qui a perdu en cette période-là le tiers de ses intentions de vote. Je crois qu'en l'occurrence, là, les sondages ne sont vraiment pour rien dans la dépolitisation qui s'est produite à ce moment-là. C'est bien le calendrier policier judiciaire et médiatique qui a produit cela. Ça, c'est un problème tout à fait différent. Mais on parle de leur impact à ce moment-là, l'impact des sondages sur les électeurs qui n'avaient rien à se mettre sous la dent en termes de programme, de fond, finalement. Alors, qui fait l'élection? Si je pose la question différemment, est-ce que c'est l'électeur ou est-ce que c'est le sondage? Non, je ne crois pas du tout. Vous savez, alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Déjà, les sondages rappellent régulièrement les priorités des Français.
Par exemple, c'est intéressant de voir qu'actuellement, pour BVA, juste derrière l'emploi, il y a la défense, en tout cas l'avenir plus précisément, de la sécurité sociale qui apparaît très haut. Et qu'en fait, on s'aperçoit inversement que la sécurité apparaît, mais que le terrorisme apparaît assez bas. Donc on voit bien qu'il y a une demande, si vous voulez, sur l'avenir économique de la France, dont la réponse, d'ailleurs, est très différente entre Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Mais donc ces sondages nous rappellent tout cela. Ils donnent plein d'éléments. Et évidemment, on regarde les intentions de vote. Mais je ne crois pas du tout que les sondages soient de nature à éteindre le débat. D'autant plus qu'il y a beaucoup de sondages, comme tous les instituts, c'est la période d'exposition pour les instituts, rivalisent d'imagination et surtout essayent de trouver des sondages sur des sujets particuliers ou sur des populations particulières, les jeunes, les agriculteurs, tout cela. C'est aussi des informations. C'est un reproche qu'on entend souvent, les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut. Anne-Sophie Beauvais, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudrait poser la question à Jérôme Sainte-Marie. Ce qui est juste... Enfin, le métier de sondeur est quand même un métier extrêmement difficile, je trouve, parce qu'on leur demande de rechercher de manière précise et même parfois dans notre esprit à tous de manière quasiment scientifique, à travers une pluralité de candidatures et dans des contextes électoraux qui sont parfois extrêmement mouvants, des résultats égaux presque au point près. Donc c'est quand même... Et il n'y a pas un caractère. Alors il y a des méthodes scientifiques pour construire des panels, mais vous avez affaire à de l'humain en face de vous et le sondeur n'est absolument pas responsable, j'allais dire, de ce que l'être humain va pouvoir lui dire, est-ce qu'il va dire la vérité, est-ce qu'il va cacher un certain nombre de choses. Donc on a souvent tous à l'esprit presque un caractère scientifique du sondage, mais ce n'est pas une science exacte, c'est pas une science dure, c'est presque même une science un peu molle puisqu'elle touche à l'humain. Donc moi, d'une certaine manière, et si j'avais un dernier argument à donner en faveur des sondeurs, c'est que je pense que si on avait trouvé une autre façon de mesurer l'opinion, il y a eu beaucoup depuis des années des critiques des sondages, mais si une autre méthode était possible, elle aurait déjà remplacé les sondages. Donc je pense qu'il faut quand même de temps en temps aussi saluer peut-être la profession aussi des sondeurs qui font un métier pas si facile que ça. Justement, on va voir quel est exactement le métier des sondeurs. Quel est leur métier ? Comment ont évolué les sondages ces dernières années avec les réseaux sociaux, notamment. On en reparlera avec vous dans un instant. Et qu'est-ce qui fait polémique finalement dans le sondage aujourd'hui dans notre société ? Voyons cela avec Yannick Mahé. Daniel Gluckstein, Olivier Besancenot, Robert Hue, Jean-Pierre Chevènement, Christiane Taubira, Lionel Jospin. Christiane Taubira, Lionel Jospin. Ça, c'était avant. Le sondage par téléphone. Est-ce que vous êtes sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ? Voire par entretien, en tête-à-tête. Compétent et sincère. Une autre ère, avant l'arrivée d'Internet et du tout numérique. C'est ici que sont traitées toutes les données. Donc une fois que les panélistes ont répondu aux enquêtes, je veux dire, il y a des statisticiens ici qui reçoivent les données individuelles, qui les agrègent. Aujourd'hui, les instituts de sondage travaillent avec des panélistes. Comprendre un citoyen connecté devant son ordinateur et de plus en plus son smartphone. Durée des réponses pour une enquête politique, entre 5 et 15 minutes. L'utilisateur est volontaire et souvent rétribué. Ça va plus vite, même si on savait faire des choses aussi très très rapides par téléphone. Le fait qu'il n'y ait pas d'enquêteur en face fait que les gens, on va dire, se lâchent davantage, et notamment tous les problèmes de sous-estimation qu'on savait corriger la plupart du fois dans nos enquêtes téléphoniques sur le Front National, on les a plus avec le online. L'écran, ça désinhibe le citoyen qui va répondre à plusieurs dizaines de questions. Et la capacité à rassembler. Hop, suivant. On parlait de la moralisation et de la transparence de la vie politique, importante. Suivant. Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon, Le Pen. Pour chacun, on demande s'ils font confiance ou pas confiance. La question centrale, c'est celle de la méthode pour traiter les résultats. Comment produire un échantillon représentatif censé être une mesure de l'opinion ? En France, on appelle ça la méthode des quotas. On est inquiet, c'est-à-dire qu'on essaye de traquer, on essaye de repérer en fait, est-ce qu'il y a un biais ? Est-ce qu'on a un biais dans nos échantillons ? Est-ce qu'on surestime ou est-ce qu'on sous-estime telle ou telle personnalité ? Qu'est-ce qu'il y aurait qu'on
qu'on n'aurait pas bien construit dans nos échantillons, qui ne soient pas représentatifs, à côté de quel phénomène on passe. Quand il y a des dynamiques, comme actuellement la dynamique de Mélenchon, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'on a une stabilisation du vote de Marine Le Pen? Ou voilà, on essaye de mesurer au plus près la réalité de ce que se pensent les Français. Et pour Loïc Blondiot, professeur de sciences politiques, le bilan des sondeurs au travers des précédentes élections est contrasté. Il y a le Brexit d'un côté, mais l'élection de Trump n'est pas aussi claire que ça, puisque à l'échelle nationale, Trump l'a emporté. On a l'exemple des Pays-Bas. Là, les sondeurs ne se sont pas trompés, alors qu'il y avait un risque de sous-estimation du vote Wilders. Au cœur de la polémique et des fantasmes, la question du redressement. La correction des données brutes interroge la fiabilité ou du moins le caractère scientifique de l'exercice. Il reste une opacité sur la manière dont il redresse. On connaît les grands principes. Il y a un redressement politique, il y a un redressement sociologique. Mais malgré la loi, depuis avril 2016, ils sont censés donner leurs chiffres bruts. Ils ne le font pas. Quand on prétend être un scientifique, lorsqu'on regarde les travaux, les recherches scientifiques, il y a toujours nécessité d'avoir une certaine transparence sur ce que l'on produit. Conséquence, les politiques, premiers clients et gros consommateurs d'études d'opinion, aiment autant les commander que les dénoncer. Là, les derniers jours, ça va être pareil, sondage, pas sondage, bon, pas bon. Tracez votre route. Laissez les scénarios aux scénaristes. Laissez les sondages aux sondeurs. Il n'y avait pas de sondage dans le dernier mode de l'élection présidentielle. Honnêtement, chacun s'en porterait mieux. Chacun défendrait ses idées. Le chiffre d'affaires des instituts ne dépend que marginalement, 1 à 5% de l'analyse politique. Une vitrine pour chaque société, pour qui la moindre petite erreur pourrait nuire à sa réputation et lui enlever ses autres clients beaucoup plus importants. Avant de parler avec Frédéric Foschiani, Jérôme Sainte-Marie, parlez-nous de ce redressement qui a l'air de faire polémique. Vous êtes opaque dans vos méthodes? Alors le premier élément par rapport à ce que disait M. Loïc Blondiot, c'est qu'il y a une commission des sondages qui existe, qui a un site, et il est possible d'avoir connaissance de l'ensemble de nos méthodes. Chaque institut, chaque fois qu'on fait une intention de vote, on remet un dossier complet à la commission des sondages, dont une partie est rendue publique sur le site, et l'autre partie, où là il y a effectivement les bruts, etc., n'est pas rendue publique sur le site, ce que je trouve d'ailleurs très bien. Mais par contre, on peut très bien, il suffit que si M. Loïc Blondiot le souhaite, il se rend à la commission des sondages, il pourra consulter l'ensemble de nos données. Il n'y a pas beaucoup de professions, je crois, qui pratiquent à ce degré-là la transparence. C'est assez logique compte tenu du rôle que l'on joue de fait dans le débat démocratique. Frédéric Foschiani, quel est votre regard sur les sondages? Vous qui êtes spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, on parlait de la dynamique de Mélenchon, de la dynamique qui a été celle de Macron aussi, qui sont très très présents sur les réseaux sociaux tous les deux. Alors, particulièrement justement par rapport au sondage, comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est la dynamique, de voir les tendances qui se dégagent et pas juste s'arrêter une photo. Et sur les réseaux sociaux, c'est exactement le même principe. Lorsque parfois certaines personnes vont regarder les réseaux sociaux simplement pour comparer le nombre de fans sur Facebook ou de followers Twitter des différents candidats, ça n'apporte strictement aucune information. C'est une photo qui ne nous explique pas vraiment ce qui se passe vraiment en termes de conversation. Ce qui va être important, là aussi sur les réseaux sociaux, ça va être de trouver les bonnes mesures. Qu'est-ce qui va nous permettre d'identifier des tendances, des directions, des angles et des comportements. Au-delà de l'aspect quantitatif, prendre des mesures quantitatives uniquement ne seront jamais suffisantes. Si je prends juste l'exemple sur la semaine passée, la semaine écoulée sur les principaux hashtags, puisque c'est une des mesures aussi, l'usage du hashtag, les principaux hashtags concernant les noms des candidats. Si vous analysez rapidement la volumétrie... Sur la semaine écoulée. Sur la semaine écoulée. Oui. La volumétrie des hashtags utilisés pour chaque candidat. Eh bien, les deux qui arrivent largement en tête, c'est Fillon et Macron. Les autres sont très très loin derrière. Donc si on s'arrêtait à cette photo, on pourrait se dire ce sont les deux seuls dont on parle le plus, donc a priori, ce sont eux qui peuvent être potentiellement sur le podium. Mais évidemment, un hashtag n'est pas toujours positif. Exactement. Et quand vous regardez le contenu des conversations, quand vous allez analyser la tonalité, est-ce que les personnes s'expriment de façon positive ou négative, eh bien là on observe des différences. Et notamment, en concernant les deux candidats en particulier, par exemple, Fillon continue d'être pollué
dans sa présence sur Internet avec d'autres hashtags qui sont exprimés simultanément, qui seront les hashtags Penelope Gate, costumes, etc. Exactement. Comme l'a été cette semaine, la semaine écoulée, a été pollué Emmanuel Macron, suite à son intervention concernant Mohamed Saou. Alors, qu'est-ce que vous en retirez au regard de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux par rapport au sondage? Est-ce que vous voyez une réelle différence entre finalement la pratique sur les réseaux et les courbes des sondages? Alors, il peut y avoir, on a rencontré des différences, notamment à l'occasion des primaires, et notamment des primaires de droite, où là, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux, justement, la montée en puissance de Fillon, bien avant qu'elle s'exprime au travers des sondages, où ça s'est exprimé sur la dernière semaine, je crois, au travers des sondages, enfin, sur les 15 derniers jours, non ? Dès après le premier débat, ça apparaît. Ouais. Sincèrement. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, on avait vu une lame de fond commencer. Même si l'ampleur a été sous-estimée pour le dernier sondage, mais pour François Fillon, ça a été repéré quand même dès le premier sondage. Mais les réseaux sociaux, c'est quand même... Moi, j'ai une population, j'allais dire, un peu test avec les élèves de Sciences Po. Ce que je constate, parce qu'on parle évidemment beaucoup de la campagne présidentielle à Sciences Po, dès que vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, il y a une effervescence incroyable sur les réseaux sociaux. Nous, dès qu'on lance une information, dès qu'on relaie quelque chose, on voit le côté vraiment viral de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Et quand on fait un sondage auprès des étudiants pour leur demander quelles seraient leurs intentions de vote, là, j'allais dire, Jean-Luc Mélenchon reste quand même un petit peu plus loin que l'effervescence sur les réseaux sociaux pourrait le laisser penser. Donc je pense qu'il y a quand même une différence à faire entre des stratégies très actives de réseaux sociaux et tout ce qui peut se passer dessus et la réalité d'un vote. Cette complémentarité n'est pas envisageable, Jérôme Sainte-Marie? Alors cette complémentarité est envisageable et envisagée puisque la plupart des instituts, ne serait-ce que l'Institut BVA avec son dispositif POP 2017, eh bien, délivrent chaque jour d'ailleurs publiquement des notes d'analyse par rapport à ce qu'ils ont observé sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Mais alors, il n'y a pas de fusion des données. Non, il n'y a pas de fusion des données. Alors c'est justement le point sur lequel je voulais exprimer, c'est-à-dire qu'il y a une exigence qui est extrêmement forte pour les sondages, et notamment les sondages d'intention de vote. On demande effectivement de connaître au point près, voire au demi-point près, le niveau des intentions de vote en faveur des différents candidats. C'est logique. On a une élection à 2 tours, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a bien envie de savoir si l'élection avait lieu ce samedi, qui serait présent au second tour. Donc là, et nous, on répond à cette demande-là. Donc c'est un degré de précision extrême. Inversement, sur les réseaux sociaux, je crois que, et c'est pour ça que les instituts l'utilisent, je pense qu'il y a plusieurs attentes à l'égard de cela. Déjà, on les utilise largement comme on utilise des études qualitatives, c'est-à-dire pour essayer de comprendre à travers tous les messages que l'on peut lire et leur traitement, un peu comme des questions ouvertes, si vous voulez, dans les sondages, et leur codification ultérieure, on essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc déjà de comprendre les phénomènes que l'on constate et d'anticiper d'autres phénomènes d'opinion à travers ce qu'on appellerait des signaux faibles. Donc c'est comme ça que c'est largement utilisé. Et après, il y aurait une autre problématique que vous maîtrisez mieux que moi, mais qui est de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers particulier, pas forcément très représentatif, justement, du web social. Qu'est-ce qui se passe là? Quelles sont les stratégies? Mais là, ça relève... ça ne cherche pas à être... comment dirais-je, on ne cherche pas à projeter à partir de ce que l'on constate dans cet univers-là, ce qui se passe sur l'ensemble de la population. Mais par contre, c'est intéressant de voir justement qui mène une bonne campagne sur ce web social. Frédéric Foscani. Effectivement, de voir qui mène une bonne campagne et le fait de savoir utiliser certains outils de communication peut avoir un rôle d'influence extrêmement important. Et on voit bien ce qui s'est passé par exemple avec Mélenchon, qui son équipe a su utiliser certains outils beaucoup plus tôt que d'autres, et notamment certains formats à destination de certaines cibles, pour toucher plus facilement certaines cibles, notamment des plus jeunes qui vont... YouTube en particulier parce que ce sont des cibles qui recherchent davantage certains formats sur le web, et notamment la vidéo, par exemple. Donc savoir adapter, utiliser certains outils de communication pour répondre à l'attente en fonction des formats recherchés, etc., c'est un poids fort qu'ont su faire certains et beaucoup moins d'autres. L'intention ne fait pas le vote. On entend dire que l'opinion, les électeurs auraient tendance à se décider au tout dernier moment. C'est quelque chose de vrai?
J'en suis pas sûr. Un tiers des électeurs sont indécis, mais ils sont liés. Si vous faites attention, disent qu'ils sont susceptibles de changer d'avis. Tout à fait. Mais c'est assez logique, compte tenu du fait qu'on a une offre assez riche cette fois-ci. On a 11 candidats. Si vous mettez à la place d'un électeur de gauche, il a un choix déjà à l'extrême gauche, mais il a aussi un choix, si vous voulez, entre 3 grands candidats qui sont peu ou prou de gauche. Donc c'est assez normal que les gens hésitent jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas très gênant. C'est aussi lié probablement au fait que le clivage gauche-droite est largement perturbé par l'opposition entre souverainistes et libéraux, disons, et que du coup, ça brouille un petit peu les repères partisans au point qu'on a deux candidats qui sont pour l'instant en tête des sondages, précisément, qui nient d'une façon et d'une autre, Marine Le Pen donc, et Emmanuel Macron, qui nient la pertinence de ce clivage gauche-droite. Anne-Sophie Beauvais. C'est vrai que cette élection est très particulière parce que les Français votaient selon des habitudes assez bien ancrées sous la Ve République, notamment avec cet affrontement binaire droite-gauche de gouvernement. Et là, on est à imaginer des scénarios où aucun des deux grands partis de gouvernement peut être présent au deuxième tour. Donc c'est vrai qu'on en revient un peu à ce qu'on disait au début d'émission. Tout cela mérite quand même qu'on regarde ces sondages. Enfin, de toute façon, l'écart qui se resserre nous amène à beaucoup de prudence. Oui, non, mais je crois tout à fait. Mais j'insiste sur le fait qu'on voit bien, avec ce que vient de nous dire Anne-Sophie Beauvais, que les sondages n'enferment pas l'élection, ne brisent pas la campagne. Au contraire, qui pourrait croire, s'il n'y a pas de sondage, il faut toujours, quand on critique les sondages, raisonner par méthode en disant, voilà, les sondages n'existent pas. Qui pourrait croire qu'aujourd'hui, l'offre soit celle-ci ? Il n'y aurait pas, à la limite, d'effet Macron. Et ça permet, cette espèce de miroir que l'on tend à la société française à intervalles très réguliers, voire même plusieurs fois par jour actuellement, permet aussi aux gens de prendre conscience d'eux-mêmes, en quelque sorte, et de se dire, tiens, je ne suis pas tout seul à penser qu'il faut dépasser ça, par exemple. Ou bien je ne suis pas tout seul à penser que, pour un autre exemple, qu'Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon, c'est une offre intéressante. Ou inversement que Marine Le Pen. Ouais, donc c'est une espèce d'interaction nécessaire qui est souvent dénoncée, mais qui me paraît extrêmement utile et qui, au contraire, donne du jeu à la démocratie. Mais c'est vrai qu'en 2002, on peut se poser la question. Si les sondages avaient fait apparaître Jean-Marie Le Pen à un niveau un petit peu plus élevé, il est certain, parce qu'il y a malgré tout toujours un calcul de pronostics et de scénarios dans la tête de l'électeur. Si Jean-Marie Le Pen avait été évalué un peu plus haut, il aurait finalement peut-être paradoxalement été moins haut dans le résultat final. Je ne sais pas si je me fais comprendre avec mon raisonnement. Mais malgré tout, le sondage influe les lecteurs sur la projection des scénarios possibles au regard de la lecture de ce sondage, ça c'est certain. Les sondages ont une influence de la même façon que les réseaux sociaux. Et en 2002, si les réseaux sociaux avaient le développement qu'on connaît aujourd'hui, on aurait certainement vu monter certaines tendances qui avaient été sous-estimées avec d'autres canaux. Oui, précisément, en fait, c'est l'essence même de la politique d'être en interaction avec le groupe qui vote. Avec la cité, tout simplement. Donc il y a une forme de cité, effectivement, numérique. Et sur les sondages, c'est assez logique de réagir à ce que pensent les autres. C'est pour prendre un exemple, ça serait une forme de Robinsonade politique que de se dire qu'il faut que la personne soit totalement isolée. Et quand vous votez pas uniquement pour celui qui est le plus proche de vos idées, pour le candidat pur et parfait. Vous votez pour quelqu'un qui va exercer le pouvoir. Donc c'est intéressant de savoir s'il est soutenu ou pas soutenu. Je crois que cette idée, par exemple, qu'on a parfois, vous savez, d'interdire les sondages, pourquoi pas d'interdire aussi les journaux tant qu'on y est une semaine avant le premier tour. C'est une forme de... C'est une mauvaise idée. Ça me paraît une négation même de la politique. Encore une fois, c'est une forme de Robinsonade, c'est une espèce de fiction, vous savez, qu'utilisent parfois les économistes, mais qui ne correspond en tout cas, en aucun cas, si je puis dire, qui ne correspond pas donc à la réalité du débat politique. Ce que réclament les partisans de Benoît Hamon, notamment. Aujourd'hui. Beaucoup moins le 1er février, lorsqu'ils étaient à 18% et Jean-Luc Mélenchon à 9%. C'est ce qu'on disait, surtout quand ils ne vont pas dans le bon sens. Ils sont critiqués, dénoncés. Anne-Sophie Beauvais. La seule chose qui, moi, m'a choquée, mais c'est pas du tout... je n'incrimine pas les sondeurs, c'est au sujet de ces sondages, c'est au moment de la campagne des primaires, parce que d'une certaine manière, tous les sondages qui sortaient primaires de la droite sur les différents candidats a fait se positionner un certain nombre de commentateurs, j'allais dire, face aux candidats. Et on a tous souvenir de Jean-Pierre Elkabbach face à Bruno Le Maire, qui l'a quand même interpellé, j'allais dire, de manière un petit peu...
peu aimable. Et ce qu'il y avait derrière, c'était aussi la position de Bruno Le Maire, puisque vous n'êtes pas très haut, vous êtes gentil, grosso modo, ne vous exprimez pas trop. Et je trouve que là, pour le coup, parfois, certains commentateurs devraient être un tout petit peu plus prudents dans la façon qu'ils ont, parce que ne pas trop figer l'offre électorale malgré tout par rapport au sondage. C'est de là que viendrait une partie du problème, peut-être l'usage que les médias, les commentateurs font des sondages? Pas vraiment, non. Vous avez fait un usage normal. On a le droit de faire quelques reproches aux médias et à leur usage des sondages. Je ne crois pas que ce soit le problème. Et je pense d'ailleurs, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée avancée par Anne-Sophie Beauvais, dans la mesure où, imaginons encore une fois qu'il n'y ait pas de sondage. Qui dirait le vrai et le juste? Uniquement, justement, les commentateurs dont vous avez parlé. Et justement, c'est le fait qu'il y ait des sondages, qu'il y ait donc des réalités qui sont quantifiées, qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Je prends un exemple en dehors de la politique, ou en tout cas en dehors des situations électorales. Quand vous avez la loi El Khomri et que vous vous rendez compte qu'une bonne partie de l'opinion, au moins la moitié, est défavorable à cette loi et que la moitié des sympathisants socialistes sont défavorables, eh bien voilà une réalité qui s'impose aux commentateurs, qui sinon pourraient, selon leurs préférences partisanes personnelles, commenter à perte de vue sur le fait que cette réforme est nécessaire et approuvée largement par l'opinion ou l'inverse. Donc là, si vous voulez, ça borne en quelque sorte le débat, alors qu'il y a effectivement des effets un peu panurgiques par rapport au dernier sondage publié, ça existe, mais enfin bon, ça de toute façon, il n'existerait pas qu'on aurait des effets, à mon avis, infiniment plus pervers et que le pouvoir justement des commentateurs et des éditorialistes serait infiniment plus important. Frédéric Foscani. Oui, effectivement, l'atout des sondages, c'est qu'effectivement, il y a des contraintes en termes de mesures, des obligations extrêmement importantes, un cadre très serré, chose qui n'existe pas, par essence, sur les réseaux sociaux, où finalement, c'est celui qui va s'exprimer le plus fort, qui va se faire entendre le plus, qui va occuper le terrain. Et donc là, forcément, il y a un déséquilibre qui peut se construire. Donc, interdire les sondages, mais laisser à côté de ça d'autres canaux sans aucune réglementation, sans aucune régulation, finalement, pourrait peut-être porter atteinte à la démocratie, parce que c'est finalement celui qui aura plus le moyen de se faire entendre, d'occuper le terrain, qui pourrait l'emporter. Pourquoi est-ce qu'on est les seuls ou presque en France à critiquer les sondages, Jérôme Sainte-Marie? La France est un des rares pays. J'ai constaté tout à l'heure en faisant quelques recherches que ça étonnait nos confrères, les journalistes britanniques, alors que eux, qui n'avaient pas vu le Brexit arriver... Je vais vous proposer une explication historique. Proposez. En fait, on a les sondages politiques qui apparaissent en 1965, essentiellement, lorsque l'IFOP, qui a été créé dès 1938, annonce que le général de Gaulle va être mis en ballottage. Enfin, en tout cas, que si, c'est pas un pronostic, mais enfin, ils disent, voilà, il peut être mis en ballottage. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il le serait. Oui. Les commentateurs disent, impossible, ou le général de Gaulle, vous pensez bien, etc. Évidemment, on sait ce qui se passe. Il est effectivement mis en ballottage en 1965. Donc déjà, ils se mettent à dos, les sondages se mettent à dos largement les gaullistes, et Maurice Ruon demandera l'interdiction des sondages quelques années plus tard. Mais vous avez un phénomène beaucoup plus important, c'est 1968. En 1968, vous avez, jusque-là, ça va à peu près bien, les universitaires s'intéressent aux sondages, les sociologues, qui sont plutôt à gauche, s'intéressent aux sondages, c'est une nouvelle technique qui arrive des États-Unis essentiellement. Tout ce petit monde coopère très bien, d'ailleurs c'est souvent des universitaires qui créent les premiers instituts de sondage. En 1968, vous avez donc le pays qui est en grève générale, 9 millions de grévistes, et l'impression que le pouvoir vacille et que les Français sont prêts en fait à faire la révolution, pour dire les choses clairement. Et là, il y a un sondage qui est réalisé en région parisienne, je crois seulement, c'était la grève générale, c'était pas très pratique, qui montre que l'opinion est beaucoup plus nuancée que cela. Et que donc ça fait apparaître ce qu'on appelle à l'époque la majorité silencieuse, qui, elle, continue à soutenir le pouvoir gaulliste. Ça crée un traumatisme terrible, et beaucoup d'universitaires qui penchent plutôt à gauche, qui sont de cœur avec le mouvement, commencent à développer une critique des sondages, qui est largement une critique politique, en disant « Regardez, le mouvement social est bridé par ces sondages ». Et là, commence à faire toute une série d'explications. C'est largement les critiques de Pierre Bourdieu et de ses épigones procèdent très largement de ce traumatisme des sondages en 1968. Ce qui est donc du coup, d'où la critique après qui est faite de dire « Regardez, ça appartient à des intérêts capitalistes et ça travaille pour des médias qui eux-mêmes, etc., etc. » Argument qui est assez étonnant désormais, puisque si je prends par exemple l'exemple des grandes grèves de 1995, justement, c'est les sondages qui avaient révélé, un peu à la surprise générale, le soutien d'opinion publique, cette fois-ci, au mouvement social. Anne-Sophie Beauvais, quelque chose à dire sur ce mal très français, qui est celui de critiquer les sondages systématiquement?
Il y a beaucoup de paradoxes chez les Français. Un de plus. Un de Merci. plus. Là, on le voit aussi pendant cette campagne. Il y a un taux d'indécision très fort. On nous promet aussi une abstention. Moi, je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi forte que celle qu'on nous promet. Et en même temps, il y a un record sur les inscriptions de listes électorales. Et plus de 80% des Français disent qu'ils ont suivi de près cette élection présidentielle. Donc voilà, un paradoxe. Les Français aiment la politique, la critiquent leurs hommes politiques, critiquent les sondeurs, mais ils ont beaucoup de passion pour la politique. Merci à tous les trois d'être venus nous voir sur le plateau d'LCI, journal de campagne, pour parler de ces sondages qui décidément continueront d'être de toute façon commandés et dénoncés par souvent les mêmes personnes. Merci Anne-Sophie Beauvais, DG de Sciences Po, directrice générale de Sciences Po Alumni et co-auteur du livre Sciences Po pour les nuls, qu'on va voir apparaître à l'écran chez First Édition. Jérôme Sainte-Marie, président de la société d'enquête et de conseil Pauline Vox, et Frédéric Foscani, directeur général de QSM Digital, spécialiste de l'e-réputation et des réseaux sociaux. L'info se poursuit bien évidemment sur LCI, un journal dans quelques instants.